Vous savez, je veux dire, mon Dieu, je l'ai envoyé en cure tellement de fois. Et à chaque fois, il allait très bien, vous savez, et puis ça retombait. Vous avez déjà entendu la même histoire de la part d'1 million de personnes? J'ai été piégé. C'est un complot. Une déclaration tonitruante au moment même où Rick Harrison était condamné à la prison à vie pour une série de graves accusations fédérales. Blanchiment d'argent, contrebande d'objets et fraude fiscale. En quelques minutes, la vidéo de cet instant s'est propagée à une vitesse fulgurante. L'Amérique était sous le choc. Le monde des médias s'est embrasé. De vieilles questions ont été remises en question. Une personnalité publique s'est effondrée, autrefois connu comme l'homme spirituel derrière le comptoir du plus célèbre magasin porno du pays. Rick se retrouvait désormais derrière les barreaux, stigmatisé comme un criminel. Mais est-ce là toute l'histoire, ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Un jeu plus vaste se jouait où Rick n'était qu'un pion. Des murmures commencèrent à résonner dans l'opinion publique. Cet homme avait-il vraiment commis ces crimes? Ou avions-nous simplement assisté à une condamnation soigneusement orchestrée dans l'ombre? C'était la réaction brutale de Rick, intense, angoissé, étouffé par l'émotion, qui devint le point central. Un moment de choc qui força chacun à s'arrêter et à se demander « Assistions-nous à la chute d'un homme ou à l'enterrement d'une vérité cachée ?» L'image de Rick Harrison avant sa chute. Rick Harrison n'a jamais été une star de télévision typique. Il ne venait pas du monde du spectacle, n'avait jamais suivi de formation d'acteur et n'avait pas de consultant en images pour façonner son personnage. Son image publique n'a pas été façonnée en studio. Son parcours s'est construit au fil du temps, au gré des péripéties de sa vie. Un parcours jalonné de défis, de résilience et d'opportunités inattendues. Né en 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, Rick a dû faire face à l'une des situations les plus isolantes et psychologiquement les plus traumatisantes qu'un enfant puisse vivre. L'épilepsie, les crises incontrôlables, la stigmatisation de ses camarades de classe et la peur persistante de ne jamais vivre une vie normale ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Mais au lieu de le briser, cela a forgé sa détermination. Sa maladie n'a pas anéanti son courage. Cela a nourri sa volonté de se dépasser. Finalement, la famille a déménagé à Las Vegas, une ville aussi impitoyable qu'éblouissante. Avec son père, Richard Oldman Harrison, Rick a ouvert le Gold and Silver Pawn Shop en 1989. Avec un capital limité au départ, leur objectif n'était pas seulement de survivre, mais de changer la perception du commerce du porno, une industrie souvent associée aux escroqueries et à l'exploitation. Rick a contribué à faire de la boutique un lieu chargé d'histoire où chaque article racontait une histoire et chaque transaction devenait un échange culturel. Il a percé à la télévision en 2009, lorsque History Channel a lancé une émission de télé-réalité sur son magasin. Personne ne s'attendait à une telle popularité. Les stars du porno ne se contentaient pas d'acheter et de vendre. C'était un savant mélange d'histoire, de culture, de famille, d'humour et de sens aigu des affaires. Rick était le pilier, un homme capable d'identifier un katana de l'époque d'Edo, d'évaluer l'authenticité d'une pièce romaine et de prendre des décisions commerciales rapides et judicieuses sans script. Aux yeux du public, Rick incarnait l'intelligence pratique. Il n'était ni tape à l'œil ni venteur, mais accessible et spirituel. Son habileté à marchander, teintée d'humour sarcastique, devint sa marque de fabrique. Ses poignées de main fermes, ses conseils sincères et son lien avec son père, partenaire commercial et mentor, dressaient le portrait d'un homme à la fois dur et sincère. Cette authenticité a incité le public à faire confiance à Rick presque inconditionnellement. Porn Stars n'était pas une série dramatique ou à scandale comme la plupart des émissions de télé-réalité. C'était une série lente, et réfléchie et émotionnellement fondée. C'est pourquoi le choc ne provenait pas seulement de la gravité des accusations portées contre Rick lorsque la nouvelle de son enquête et de sa condamnation à perpétuité a éclaté. Il provenait d'une profonde trahison émotionnelle. Les gens n'arrivaient pas à croire que Rick avait mal agi, car pendant plus de 10 ans, ils avaient cru à une image qui leur semblait réelle. Alors, quand Rick a fondu en larmes et a crié qu'on lui avait piégé, beaucoup ont immédiatement cru en lui, car au fond d'eux-mêmes, Rick ne pouvait être un criminel. Mais cette croyance est-elle fondée sur la vérité ou la foi a-t-elle brouillé notre jugement? Le début de la chute, du contrôle fiscal à la mise en examen fédéral. Personne n'aurait pu prédire que la chute de Rick Harrison ne commencerait pas par un effondrement dramatique. Mais avec un incident apparemment anodin, un contrôle fiscal de routine en 2018. En 12 et même 2018.
pour une entreprise en activité depuis près de 3 décennies, diffusée à la télévision nationale et attirant des millions de touristes chaque année. On s'attendait à des contrôles. Mais cette fois, les inspecteurs de l'IRS ont découvert bien plus que quelques irrégularités dans les comptes. Ils ont découvert les traces d'un réseau financier complexe, de transactions suspectes et de flux de trésorerie inexpliqués. Ce qui avait commencé comme une enquête ordinaire de l'IRS s'est rapidement étendu au FBI, au Bureau of Civil Enforcement et au ministère de la Justice. En quelques mois seulement, l'audit s'est transformé en une enquête criminelle fédérale de grande envergure. L'attention s'est déplacée de Harrison Enterprises, Inc., et du propriétaire du prêteur sur Gage Gold and Silver vers des allégations de blanchiment d'argent, de commerce illicite d'objets d'art et, en définitive, de liens avec un réseau mondial de contrebande d'antiquités. Selon les procureurs, Rick Harrison était soupçonné d'appartenir à un système financier visant à blanchir l'argent provenant du commerce d'objets d'art d'origine invérifiable. Ces objets comprenaient des pièces de monnaie grecques antiques, des statues égyptiennes, des peintures européennes du XVIIe siècle et des reliques de cultures indigènes. Nombre d'entre eux étaient acheminés vers la boutique par des intermédiaires. Certains provenaient de collections de musées volés ou de sites archéologiques non autorisés. Ce qui a donné à cette affaire une importance nationale et internationale n'était pas seulement la nature des objets, mais l'ampleur mondiale du réseau. Selon l'acte d'accusation, les transactions transfrontalières s'effectuaient par l'intermédiaire de sociétés écrans basées à Malte, au Panama et en Suisse. Le réseau impliquait de riches collectionneurs et des groupes criminels organisés opérant dans l'ombre des secteurs culturels et financiers. Les autorités ont saisi de nombreux documents internes, des courriels cryptés, des données bancaires et des témoignages d'anciens employés, indiquant que d'importantes sommes d'argent étaient injectées dans le système via l'achat d'objets et leur revente à des acheteurs internationaux. Rick a été accusé d'avoir orchestré ou sciemment autorisé ce système à fonctionner dans son propre magasin. Rick a d'abord nié les faits. Il a refusé toute interview avec les médias, se contentant d'une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Nous opérons de manière transparente, légale et dans le respect des réglementations du secteur. Mais ce silence n'a fait qu'accroître la suspicion du public. Alors que les fans de Pawn Stars s'accrochaient à l'image d'un Rick vif, drôle et éthique, les médias ont commencé à dresser un portrait radicalement différent. Rick, héritier non seulement d'un empire de prêteurs sur gage, mais aussi d'une machine à manipuler culturelle, créée pour le profit. Il a divisé l'opinion publique. D'un côté, il y avait ceux qui considéraient Rick comme un homme du peuple, victime d'un système qui le ciblait pour sa célébrité et sa réussite. De l'autre, ceux qui le voyaient comme un homme d'affaires avisé, connaissant les règles, exploitant chaque faille et oscillant volontiers entre légalité et éthique. Sous une pression croissante, le FBI a perquisitionné le prêteur sur gage d'or et d'argent début 2019. Les caméras de télévision qui filmaient autrefois des transactions de plusieurs millions de dollars montraient désormais des agents saisissant des documents, des ordinateurs, des objets et des liasses de billets dans une arrière-salle. La scène a brisé le masque de ce qui avait été salué comme l'une des émissions de télé-réalité les plus intègres d'Amérique. Lorsque l'acte d'accusation a finalement été rendu public, la stupeur a suivi. Évasion fiscale fédérale, blanchiment par le biais d'entités offshore, trafic de biens culturels volés, utilisation de comptes bancaires étrangers pour dissimuler des profits et liens avec des organisations faisant l'objet d'enquêtes internationales. Chaque chef d'accusation était passible d'une peine de 10 à 25 ans de prison. Ensemble, ils préfiguraient un avenir où Rick pourrait ne plus jamais être libre. Les analystes juridiques se sont mobilisés. Certains ont affirmé que l'affaire avait été politisée, que Rick avait été désigné comme bouc émissaire pour envoyer un message à ceux qui profitaient de l'exploitation culturelle. D'autres ont soutenu qu'il s'agissait d'une conséquence logique d'un pouvoir financier et médiatique incontrôlé, qui s'était exercé pendant trop longtemps. Rick est resté silencieux. Des sources proches ont indiqué qu'il était dévasté, privé de sommeil et se sentait trahi. Pourtant, il aurait également préparé une contre-attaque, non pas par des manœuvres juridiques, mais par des moyens bien plus personnels. Sa voix, ses émotions, son humanité. Il était convaincu que cela pourrait sensibiliser le public à ce qu'il appelait une affaire montée de toutes pièces. Et c'est précisément ce qu'il a fait lors d'un procès historique où il a non seulement été condamné, mais a forcé le monde à entendre le cri de ralliement final d'un homme autrefois salué comme une icône nationale.
Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé à ce moment fatidique, il faut tourner la page et se pencher sur le chapitre suivant. Celui où Rick a dû faire face à sa condamnation à perpétuité. Celui du procès fatidique. Le matin de l'audience de détermination de la peine, le palais de justice fédéral du Nevada était plein à craquer. Une atmosphère tendue se répandait dans l'air tel un épais brouillard. Les journalistes formaient une longue file devant les portes. Les supporters se rassemblaient avec des banderoles de soutien à Rick Harrison, tandis que ses adversaires se tenaillaient silencieusement, serrant des exemplaires de l'acte d'accusation pour rappeler la vérité. À l'intérieur, Rick était assis à la table de la défense, les yeux creusés par la fatigue. Pourtant, sa posture restait droite. Après près de 2 ans d'enquête et 6 mois de témoignage, il s'apprêtait à entendre le verdict final, qui allait irrévocablement changer le reste de sa vie. Les débats des derniers jours du procès avaient dépassé le stade de l'argumentation juridique technique. Toutes les allégations avaient été contestées, les transactions financières obscures, les preuves matérielles retrouvées, les témoignages d'anciens employés. L'attention se portait désormais sur l'homme lui-même. Que dirait Rick Harrison? Et surtout, que persuaderait-il le tribunal? L'avocat de Rick, un praticien chevronné avec plus de 20 ans d'expérience dans des affaires criminelles très médiatisées, a élaboré une stratégie inattendue. Non pas se concentrer sur la réfutation des preuves, mais mettre en avant la moralité et l'héritage humanitaire de Rick. Il arguait que Rick était un travailleur acharné, entraîné sans le savoir dans des transactions opaques dont il n'avait pas pleinement conscience. Non pas un cerveau, mais un pion manipulé par un appareil financier culturel plus vaste, décortiqué couche par couche. Rick est un fils, un père, une icône de la télévision et un bon citoyen. Ces méfaits présumés ne justifient pas une condamnation à perpétuité. L'avocat a déclaré à la commission. Mais le point culminant ne vint pas de l'avocat de la défense, mais de Rick Harrison lui-même. Après avoir obtenu l'autorisation de s'adresser une dernière fois au tribunal avant le prononcé de la sentence, il se leva, serrant une feuille de papier froissée contre lui et croisa le regard du juge. Dans le silence étouffant, il commença d'une voix rauque. « Je ne suis pas ici pour implorer la clémence. Je suis ici pour dire la vérité. Que cela me sauve ou non. » Le silence s'est installé dans la salle d'audience. « J'ai été piégé. » Continua Rick d'une voix tremblante, mais intacte. « C'est une conspiration. Non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce que j'ai réussi trop vite. Trop ostensiblement et que j'ai refusé de me plier aux sombres exigences de cette industrie. » Il marqua une pause, scrutant la pièce à la recherche de sa famille. Sa femme, les yeux rouges, hocha légèrement la tête. Son fils, Corey, lui serra fermement la main. Un regard résolu mais impuissant. Rick se tourna vers le juge. « J'ai bâti un héritage de mes propres mains. J'ai inspiré des millions de personnes à croire que l'histoire ne se limite pas aux livres, mais réside dans notre emprise sur une pièce de monnaie, une vieille arme à feu, une carte ancienne. Et maintenant, on me traite de criminel. » Sa voix s'est mise à trembler. « Ils ne me facturent pas les articles que j'ai vendus. Ils me poursuivent parce que je refuse de me soumettre. J'ai refusé de vendre les droits de l'émission. J'ai refusé d'être l'égérie de produits que je juge contraires à l'éthique. Puis, soudain, toutes les portes se sont refermées. Des transactions que je croyais légales étaient qualifiées de criminelles. J'étais devenu un symbole de cupidité, alors qu'en réalité, je défendais ce que j'avais construit. Rick sait tout. » Personne ne parlait. La tension dans la salle d'audience était à son comble. Il fixa le juge du regard. « Censé, si je dois aujourd'hui être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, permettez-moi de dire une dernière chose. Je ne regrette pas d'avoir vécu honnêtement. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'être manipulé. Je regrette seulement de ne pas m'être préparé à un monde où la vérité n'a aucune valeur. » Puis Rick baissa la tête. Selon un journaliste du Guardian présent sur place, le moment était un mélange de drame shakespearien et de tragédie moderne. Une personnalité publique, loin de s'effondrer, hurlait de désespoir, utilisant chaque once d'émotion restante pour se défendre. Après son discours, le juge a quitté le tribunal quelques minutes avant de revenir. La peine a été prononcée, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le motif était une violation persistante ayant causé un préjudice substantiel et des preuves insuffisantes pour établir l'absence totale d'implication de Rick. Les caméras ont braqué leurs caméras sur Rick, mais il n'a pas pleuré. Il s'est levé, a redressé sa veste de costume et a serré son fils dans ses bras. Pas un mot, juste un regard de défi. Les médias ont immédiatement diffusé la vidéo de la déclaration de Rick.
and 48 heures. Elle a été vue plus de 50 millions de fois sur des plateformes comme Twitter, TikTok, Reddit et les forums juridiques. Des débats houleux ont éclaté. Rick disait-il la vérité ou était-ce son ultime pari? Exploiter l'émotion pour influencer l'opinion publique et convaincre les sceptiques. Des experts en communication ont donné leur avis. Certains ont analysé le langage corporel de Rick, son regard indéfectible, sa voix brisée. My firm, ses mains crispées, signe d'une personne exerçant un contrôle émotionnel rigoureux. D'autres ont noté que son utilisation répétée de mots-clés tels que complot, coup monté et héritage était une tactique linguistique destinée à susciter l'empathie du public et à détourner l'attention des preuves juridiques. Vrai ou faux? Rick avait accompli une chose. Il avait déclenché un débat national. Plus personne ne parlait des objets saisis dans sa boutique. Personne n'a mentionné les entités offshore, ce qui a dominé la discussion. C'était l'émotion, les larmes. La déclaration? Je ne regrette pas d'avoir vécu honnêtement. Et c'est à ce moment-là que les théories du complot ont commencé à prendre racine. Nourries par la croyance, le doute et la peur que la justice puisse être manipulée par des forces invisibles. Théories du complot. De qui Rick est-il victime? Dès que la vidéo de Rick Harrison s'étranglant et déclarant « J'ai été piégé » s'est répandue sur les réseaux sociaux, une multitude de théories ont commencé à émerger de l'ombre. Les théories du complot, longtemps issues d'affaires très médiatisées, sont désormais au cœur du débat public, et chez Rick Harrison. Elles sont loin d'être des rumeurs infondées. Au contraire, elles reposent sur des détails disparates, apparemment sans rapport, rassemblés de manière terriblement convaincante. La première théorie, et la plus répandue, affirme que Rick aurait refusé de céder les droits de la star du porno à un grand groupe médiatique, faisant de lui la cible d'une campagne de suppression d'images. L'histoire débute vers 2021, lorsque les producteurs ont cherché à repositionner la série pour une commercialisation plus poussée, en étendant le format aux marchés asiatiques, en franchisant l'image de Rick pour des produits dérivés et en intégrant des placements de produits plus agressifs dans les épisodes. Selon une source proche ayant collaboré avec l'équipe de production, Rick s'y est farouchement opposé. Il pensait que l'émission devait préserver son authenticité et ne pas devenir une machine à sous sans âme. Puis, selon les théoriciens du complot, peu de temps après, Rick a fait l'objet d'une surveillance fiscale rigoureuse. Ses anciens alliés de l'industrie lui ont tourné le dos. Les médias ont commencé à remettre en question la transparence de ses transactions commerciales. Rien de tout cela, insistent-ils, n'est une coïncidence. La deuxième théorie, beaucoup plus sombre, prétend que Rick aurait refusé de participer à un réseau mondial de contrebande d'antiquités. Selon un utilisateur de Reddit se présentant comme un initié de la communauté internationale des collectionneurs, Rick aurait été contacté par des courtiers proposant des objets provenant du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord, des régions riches en reliques, mais où les risques juridiques étaient importants. L'objectif était d'utiliser la réputation et la vitrine de Rick pour blanchir des objets de provenance douteuse. Fort de sa connaissance approfondie de l'histoire et de sa connaissance approfondie du droit des antiquités, Rick aurait refusé. À partir de ce moment, il devint un handicap, un homme dangereux qui en savait trop. Son élimination nécessiterait une approche plus subtile que la violence pure et simple. La justice et les médias seraient utilisés pour le réduire au silence. La question se pose, ces théories sont-elles fondées? Rick Harrison a d'ailleurs publiquement dénoncé la commercialisation des contenus de télé-réalité. Dans une interview en 2019, il a déclaré « Je n'ai pas fait cette émission pour devenir une superstar. Je l'ai faite pour éduquer. Si je parviens à intéresser un jeune de 15 ans à l'histoire simplement parce qu'il m'entend parler d'un sabre de samouraï, c'est pour moi une réussite. » Ces mots étaient autrefois célébrés. Pourtant, aujourd'hui, ils sont réinterprétés comme la preuve de sa résistance aux forces mêmes qui profitent de la télévision. Quant au réseau des antiquités, il est indéniable que le monde des objets de collection recèle une vaste zone d'ombre. Selon l'UNESCO, rien qu'en 2022, le marché mondial illicite des antiquités a dépassé les 10 milliards de dollars américains. Des objets apparemment inoffensifs, comme un vase en céramique, un manuscrit ancien ou un masque tribal, peuvent provenir de pillages de tombes, de sites archéologiques ou même du financement du terrorisme. Rick, en tant qu'évaluateur professionnel, se trouve sans aucun doute au cœur de cette tempête. Mais le plus inquiétant et le plus central de la troisième théorie du complot est que Rick en sait trop sur les transactions clandestines à Las Vegas et qu'il a été légalement muselé.
Les spéculateurs d'antiquité entretiennent souvent des liens étroits avec des acteurs économiques influents, allant des casinos et des bijoutiers aux institutions financières qui évaluent les actifs difficiles à liquider. Rick, qui effectue des centaines de transactions chaque année, conserve une vaste base de données sur l'évaluation, la propriété et la provenance des objets. Les partisans du complot pensent qu'il aurait découvert, voire détenu, des preuves de blanchiment d'argent dissimulées sous couvert de vente d'antiquités. Et s'il refusait de fermer les yeux, le moyen le plus sûr de le neutraliser était de recourir à la justice. Alors pourquoi ces théories trouvent-elles un tel écho? D'abord parce que le public veut croire à l'innocence de Rick. L'idée qu'une personnalité publique sympathique, autrefois une icône familiale de la télévision, puisse être coupable suscite une résistance psychologique. La foi est menacée. Plutôt que d'accepter la dure réalité selon laquelle des gens bien peuvent commettre des crimes, le public optait pour une échappatoire plus réconfortante. Rick est la victime. Ce récit lui permet de préserver une image idéalisée et d'éviter la douleur de la trahison. Deuxièmement, Rick lui-même a utilisé ses théories du complot comme stratégie de communication. Lors de son discours au tribunal, il a non seulement clamé son innocence, mais il a aussi semé le doute en invoquant les forces médiatiques, ceux qui veulent me détruire et mon refus de m'incliner. Ces phrases trouvent un écho auprès d'un public habitué aux histoires de soutien de l'État profond, de mensonges et de la défaite du véritable coupable malgré les preuves. Rick, expert de médias, sait parfaitement quels mots-clés utiliser pour se défendre légalement et susciter la sympathie du public. Cependant, certains experts préviennent que la puissance du complot réside dans son absence de besoin de preuves. Il suffit de soupçons, ce qui est périlleux lorsqu'une personne est jugée par un tribunal légitime. Pourtant, le public choisit de croire à des théories sans fondement. Nous entrons dans une ère où l'émotion prime sur la loi, où les convictions personnelles l'emportent sur la vérité objective. Il ne s'agit pas ici d'affirmer la culpabilité de Rick. Cela souligne plutôt la nécessité de distinguer la sympathie des faits. Si Rick a réellement été victime d'un coup monté, cela doit être démontré par des preuves juridiques, et non seulement par une voix tremblante et un regard désespéré. Sign on? La société sera de plus en plus guidée par le sentiment et la justice se pliera aux dernières tendances. En résumé, les théories du complot entourant Rick Harrison reflètent non seulement la complexité de l'affaire, mais mettent également en lumière un problème de société plus vaste. La confiance du public est vacillante, déconnectée des institutions judiciaires, mais portée par l'émotion, les spéculations et les faits alternatifs. Culpable unknown. Rick est devenu le symbole d'une époque où la justice et les médias ne suivent plus le même chemin. La famille de Rick Harrison, debout derrière, s'effondrant ou allant de l'avant. Si le tribunal est le lieu où l'on juge la culpabilité, c'est à huis clos que l'on mesure l'effondrement émotionnel de la famille. Lorsque Rick Harrison a été condamné à la prison à vie, le premier rang de la galerie publique n'était pas rempli de journalistes. Il était occupé par sa femme, ses enfants et ses proches. Ils n'ont pas pris la parole, n'ont pas brandi de pancarte et n'ont pas rejoint la tempête médiatique. Mais leur silence a soulevé une question plus grave. Où était la famille de Rick au cœur de sa chute? Son fils, Corey Big Hoss Harrison, sa partenaire de longue date dans Porn Stars, est devenu le centre d'attention après le verdict. Corey avait grandi dans un magasin porno, voyant son père en faire une icône de la télévision. Il était considéré comme l'héritier naturel de cet héritage, à la fois de la marque et de l'image publique. Pourtant, dans les jours qui ont suivi la condamnation de Rick, Corey a disparu de la scène publique. Aucune déclaration, aucune apparition, aucun message. Certains ont interprété ce silence comme un signe d'effondrement interne, spéculant que Corey prenait ses distances pour sauver sa réputation et préserver ce qui restait de l'entreprise. Mais des sources proches de la famille ont affirmé le contraire. Le silence de Corey n'était pas de la lâcheté, mais de la souffrance. Il croyait toujours que son père était un homme bon, mais les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées. Corey était pris entre deux feux, la loyauté familiale et la responsabilité publique envers les employés, les partenaires et la marque historique. L'épouse de Rick, qui l'avait accompagné pendant ses années post-porno, n'a parlé aux médias qu'une seule fois après le procès. Sa déclaration a été brève. « Je crois que Rick est un homme bon, mais même les hommes bons peuvent s'égarer. » Cette phrase fut largement citée comme une réponse, à la fois douloureusement honnête et émotionnellement fondée. Elle soutenait Rick en pensée, mais pas aveuglément.
Elle ne le défendait pas à tout prix, ni ne le rejetait comme un criminel déchu. C'était la voix d'une femme qui avait partagé la vie d'un homme dont le personnage public,